une nécessité pour toutes les nations aujourd'hui d'avoir une place dans l'espace. Ce monde est en train de changer de façon profonde et surtout accélérée. Il s'agit d'orienter ces capteurs dans les bonnes directions, de se poser la question de savoir quelle sera la prochaine surprise qui viendra de l'espace. Le spatial, enjeu majeur pour une nation et nouvelle source de tension. L'espace est aujourd'hui un terrain de conflictualité, comme à terre, en mer, dans les airs et dans le domaine cyber. Un nouveau champ de confrontation où les menaces se multiplient. Conséquence, la France s'est mise en ordre de bataille pour conserver un avantage stratégique et opérationnel. Kourou, en Guyane française, le 29 décembre 2020. À 7000 km de la métropole, un événement majeur se prépare. Dans quelques heures, la France va lancer CSO-2, un satellite d'observation militaire aux capacités hors normes. Les forces armées en Guyane sont sur le qui-vive. Leur mission, protéger le centre spatial français installé ici depuis 1968. C'est l'opération Titan. Une bulle de protection renforcée est activée, à la fois terrestre, maritime et aérienne. À terre, les légionnaires du 3e régiment étranger d'infanterie quadrillent la zone, jusque dans ses moindres recoins, avec des équipements adaptés au terrain. En quad et kayak, à pied ou en véhicule chenillé. Ou depuis cette tour de guet, à son sommet, un missile solaire Mistral pour la défense anti-aérienne. Sur ce parasite là, les antennes. Reçu pointeur. Ok. En mer, une zone d'exclusion est mise en place par la Marine nationale. Sécurité, sécurité, sécurité. Ici le patrouilleur de la Marine nationale qui vous informe d'un tir de fusée le lundi. Et au-dessus du centre spatial, le ciel aussi devient inaccessible grâce à l'armée de l'air et de l'espace. Le centre spatial guyanais aujourd'hui, c'est 700 km². Donc c'est un travail colossal. Donc les forces armées en Guyane sont chargées de la protection externe du centre spatial guyanais. L'opération Titan, c'est à peu près aujourd'hui 250 à 300 personnes. On peut monter jusqu'à 400 personnes lorsque l'on a des tirs vraiment spécifiques. Le dispositif est mis en place quelques jours et quelques heures avant les lancements, de façon à neutraliser l'ensemble de la zone et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'individus, ni au sol, ni en l'air, ni dans les approches maritimes. C'est une mission qui est remarquable, de par sa technologie. En salle Jupiter, la tour de contrôle de la base spatiale, la concentration des équipes opérationnelles est à son comble. Ce lancement, c'est l'aboutissement de plus de 10 ans de travail pour les spécialistes du spatial militaire. Les enjeux sont importants. Le satellite CSO-2 doit être un atout majeur pour les armées. La spécificité de ce lancement aujourd'hui, c'est que les images qui vont être fournies par CSO-2 vont avoir une résolution encore meilleure que celle offerte par CSO-1. C'est donc une étape très importante dans le programme MUSIS-CSO que la Direction générale de l'armement conduit en équipe intégrée avec le commandement de l'espace. Évidemment, c'est une immense joie, c'est une grande fierté d'être ici aujourd'hui, de terminer cette année 2020 qui a été quand même pour le moins compliquée pour tous, par ce très très beau succès. On a mis en vol un satellite magnifique qui va nous procurer des images d'une qualité extraordinaire. On est très impatients de voir ces images maintenant. Nos opérateurs militaires sont derrière leur console déjà, j'imagine, en train d'attendre ces images, même si ça va prendre un peu de temps. Mais avant, les équipes en charge du projet ont encore un peu de travail. Pour le comprendre, retour en métropole à Toulouse, capitale européenne de l'industrie spatiale. C'est ici qu'est situé le Centre national d'études spatiales, le CNES, co-architecte du système CSO avec la Direction générale de l'armement, la DGA. Ensemble, ils ont défini les caractéristiques principales du satellite.
Nous avons défini en particulier le type de prise de vue qui allait être réalisée, donc dans le visible, dans l'infrarouge, avec une capacité couleur stéréoscopique. Nous avons aussi défini donc, les performances associées, donc en termes de résolution, en termes de capacité, mais aussi en termes de réactivité. Pour s'assurer que CSO fonctionne parfaitement bien, les experts du CNES passent en revue tous ces paramètres. Sa capacité à prendre des images infrarouges, par exemple. Ces activités donc, de mise en œuvre de l'infrarouge se déroulent sur environ 3 jours. Elles consistent à activer le contrôle thermique de l'instrument, à tester les électroniques, à refroidir les détecteurs afin de pouvoir prendre les premières prises de vue infrarouges. Maintenant que ces premières images infrarouges ont été acquises, les équipes qualité-image du CNES sont en capacité de qualifier, régler, étalonner l'instrument. Donc on va qualifier au travers de différents profils de prise de vue qu'on va prendre dans les prochaines semaines qui vont permettre à la fois de s'assurer de la qualité de l'image, la qualité visuelle, que ça réponde bien aux besoins des utilisateurs, mais aussi sa performance, c'est-à-dire notre capacité à prendre telle ou telle prise de vue. CSO2 est doté d'une fonctionnalité nouvelle, le contrôle d'orbite autonome. Il est capable de pivoter sur lui-même pour se maintenir à poste. Une intelligence embarquée rendue nécessaire par les conditions d'environnement difficiles à 480 km d'altitude. Cette innovation a commencé il y a plusieurs années au CNES, puisque nous avions réalisé un démonstrateur sur un satellite du CNES qui s'appelait Déméter, où nous avions démontré sa faisabilité. Et donc cet exemple, il est assez caractéristique, alors, parmi tant d'autres sur CSO, de l'implication des ingénieurs du CNES sur tout le processus d'innovation. Parce que le processus d'innovation, c'est pas que trouver des nouvelles idées, c'est un processus qui est complet, où ça va du besoin utilisateur, bien comprendre, bien évidemment aux premières idées, à la phase de développement avec une phase qui est très importante pour le spatial, qui est la qualification pour le vol, l'exploitation et bien évidemment le retour d'expérience vers les missions futures. Départ en manœuvre pour la première prise de vue terrestre visible plus infrarouge sur Brest. La constellation CSO est la première étape d'un renouvellement complet de la flotte de satellites militaires. Bord de CC, tu pourrais refaire un vidage, s'il te plaît ? Pour nourrir cette ambition, 700 millions d'euros supplémentaires sont alloués par la loi de programmation militaire d'ici 2025, portant à 4,3 milliards d'euros au total les investissements du ministère des Armées dans le spatial. Pour les armées du monde entier, les moyens spatiaux sont devenus indispensables pour recueillir du renseignement, surveiller le terrain, communiquer et naviguer. Il y a toujours eu une compétition pour l'accès à l'espace depuis le premier satellite en orbite, Sputnik 1, lancé par les Russes, par l'Union soviétique. Et depuis cette époque, il y a une compétition qui peut être pacifique ou qui peut être moins pacifique parfois parce qu'il y a des enjeux stratégiques importants. D'abord, l'espace n'a pas de frontières. Vous pouvez survoler n'importe quel pays à tout moment. Donc c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle ça a été un sujet de préoccupation dès le début de la conquête spatiale. C'est-à-dire que vous aviez des satellites soviétiques qui survolaient les États-Unis en permanence et vice-versa. Et donc ça, c'est le premier avantage. Vous savez, dans le domaine militaire, on a un adage très simple qui dit « qui tient le haut, tient le bas ». Voilà. Et donc là, vous êtes plus haut que tous les autres. Donc vous voyez tout ce qui se passe en bas. Ensuite, l'espace est un fournisseur de services sans équivalent et par nature sur l'ensemble de la planète. Depuis toujours, l'espace fascine. Pour la France, le rêve devient réalité en 1965. Sur la base d'Amaguir en Algérie, la fusée Diamant A met sur orbite le premier satellite français, Astérix, développé sous la maîtrise d'ouvrage de la délégation ministérielle pour l'armement. Un succès voulu par le général de Gaulle et qui ouvre à la France la porte du club très fermé des puissances spatiales, constitué alors des États-Unis et de l'URSS. Pendant la guerre du Golfe, entre 1990 et 1991, la quasi-totalité du renseignement images est apportée par les États-Unis. En 1995, un programme d'observation spatiale viendra donner à la France son indépendance stratégique, Hélios. Le recours aux satellites par les armées françaises
connaît alors une croissance ininterrompue. Ça vous donne à la fois une capacité à voir, une capacité d'élongation, une capacité à comprendre et une capacité à agir qu'aucun autre domaine ne peut fournir. Et cela du niveau politique au niveau le plus bas, au niveau tactique, pour les unités qui sont déployées sur le terrain. Des capacités renforcées par la constellation CSO. Derrière la réalisation de ces 3 satellites, 2 industriels européens principaux, Airbus Defence and Space, maître d'œuvre des satellites, et Thales Alenia Space, qui fournit les instruments optiques. Ce matin-là, à Cannes, les équipes de Thales Alenia Space finalisent la mise en conteneur de l'instrument optique de CSO-3, le 3e satellite de la constellation CSO, avant son transfert à Toulouse chez Airbus Defence and Space. Salut Marie. Ça va? Je voulais savoir, pour demain, c'est toujours bon pour la fermeture demain matin? Ouais, pour la fermeture, on est bon. On est bon, on est dans les temps. Hier, on a préparé l'instrument CSO comme il fallait. Et là, on est arrivé dans le SAS ce matin. On est parti sur le conteneur ce matin. Tout va bien. Ok, on est dans super. les temps. On est très fiers de cet instrument. C'est assez extraordinaire, les images qui... On a eu la chance de voir quelques petites images. C'est vraiment dingue. J'avais les poils comme ça, c'est vraiment... waouh. Les opticiens, ils ont vraiment des nouvelles manières de travailler qui font qu'ils arrivent à de la pointe, une technologie extraordinaire. Donc ça, oui, on s'en rend compte quand même, qu'on est vraiment sur un niveau au-dessus. La résolution précise des satellites CSO est confidentielle. Dotés d'optiques dernier cri, ils sont capables de fournir des images de meilleure résolution et plus rapidement. Bonjour à toutes et à tous pour cette 3e et dernière revue de livraison CSO. Le dernier modèle. Le premier satellite, CSO-1, est opérationnel depuis 2 ans. Il est positionné sur une orbite à 800 km et contribue à la mission reconnaissance. Il sera rejoint sur cette orbite par le satellite CSO-3 en 2022. Le deuxième satellite, CSO-2, est dédié à la mission identification. Il est placé sur une orbite plus basse, à 480 km, ce qui lui permet d'offrir une résolution encore meilleure. Le système CSO démontre des performances inédites en termes de réactivité et de qualité des images. En particulier, la précision et la résolution des images d'identification est inédite en Europe. Dans le cadre de la construction de l'Europe spatiale de la défense, CSO est ouvert aux partenaires européens depuis le lancement du premier satellite en 2018. L'Allemagne, la Suède, la Belgique et l'Italie ont déjà rejoint la communauté CSO. Et en échange de l'accès de l'Allemagne et de l'Italie à la capacité CSO, la défense française pourra utiliser les satellites radars de ces 2 pays. 3 satellites sans oublier leur centre de contrôle. Le système CSO, ce sont aussi des stations au sol qui permettent de commander et de recevoir des images. L'imagerie spatiale constitue l'un des piliers du renseignement d'intérêt militaire. Elle permet d'observer des zones inaccessibles aux avions ou aux drones. Des yeux indispensables pour aider les militaires déployés sur le terrain et assurer une veille stratégique mondiale. C'est la direction du renseignement militaire, la DRM, utilisateur principal du système, qui a le contrôle opérationnel de CSO. Il faut évidemment faire la distinction entre la fourniture d'une image et la fourniture d'un renseignement. Le rôle de la direction du renseignement militaire, outre le fait de livrer une image, notre plus-value est évidemment de la valoriser et donc d'en extraire l'information essentielle. Vue du ciel, si on n'est pas spécialiste, on ne peut pas forcément faire grand-chose d'une certaine image. Et donc c'est vraiment notre rôle de renseigner, de pré-renseigner ce que nous voyons sur cette image pour répondre à la question que nous a posée le demandeur, qui lui n'a pas demandé qu'une image, il a évidemment une question en tête. Chaque jour, à Creil dans le Val d'Oise, les équipes du Centre de formation et d'interprétation interarmée de l'imagerie produisent et fournissent du renseignement à partir de l'imagerie spatiale. On peut voir ici, observer qu'un avion a été touché et qu'il a entièrement été détruit, hormis la queue. Je pense que là, il faut faire un petit BR rapide qui passe les étages. Ouais. Okay. Et du coup, dans le monde de l'imagerie et de la reconnaissance, on a un triptyque.
Détecter, reconnaître, identifier. Détecter, c'est savoir répondre à la question, est-ce qu'il y a quelque chose à un endroit X ou Y? Oui, a priori, il y a un véhicule, il y a quelque chose. Reconnaître, il y a quelque chose et je sais que c'est un char de combat. Identifier, je sais vous dire quel est le type de char de combat, ou d'avion, ou de navire, etc. Avec CSO, mes spécialistes vont être de plus en plus affirmatifs dans l'analyse des scènes qu'ils vont avoir à décrire et à analyser. Pour les experts, la nouvelle génération de satellites d'observation militaire CSO constitue une avancée majeure dans l'analyse des images, notamment du fait de ses capacités infrarouges qui lui permettent de traquer toute signature thermique des objets ou des sites observés. Un exemple, des avions alignés sur un parking en plein soleil, en journée, je sais dire sur une photo optique, oui, il y en a 10, mais si à côté de ça, je regarde l'imagerie infrarouge, eh ben, je peux peut-être dire que c'est bizarre parce qu'il y a des ombres au sol qui m'indiquent que quelques minutes auparavant, il y avait d'autres avions. En fait, ce n'est pas 10, il y en avait 15, ce genre de choses. Voilà, ça peut être d'autres exemples, peut-être plus sur des sites dits industriels, avec des infrastructures, de la tuyauterie, des cuves, des choses comme ça, en fonction de ce qu'il va y avoir dedans, plein, vide, la signature en infrarouge sera différente. Et moi, dans l'analyse qui va être faite par mes spécialistes, eh ben, les conclusions ne seront pas les mêmes. Autre apport de CSO, le nombre d'images mises à disposition des experts du renseignement. Par rapport à Helios, c'est plusieurs centaines d'images accessibles chaque jour, contre quelques dizaines auparavant. Moi, ce qui m'importe dans ce flux d'images, c'est d'être sûr de mettre l'effort sur les bonnes priorités. Et très concrètement, ce qu'on est en train de vivre, cette transformation, cette révolution, parce qu'à mon sens, c'en est une, c'est de passer d'une phase d'observation à quasiment une phase de surveillance. Face à un tel volume de données, les technologies d'intelligence artificielle vont jouer un rôle important dans les années à venir. Une plateforme appelée Taya est en cours d'expérimentation à la DRM. Son rôle, traiter les images issues des satellites CSO et détecter automatiquement la présence d'objets d'intérêt. Taya, par lui-même, il va détecter en fait les anomalies ou l'activité anormale. Ça va nous faire sortir des alertes qu'on peut regarder par nous-mêmes du coup, et ça nous permet d'avoir un indice sur quel site est nouvellement actif ou anormalement plus actif, des choses comme ça. On va être sur une image du coup de 2019. Alors en l'occurrence ici on peut voir les différentes sous-zones qui ont été créées sous le site. Donc ça va être tous les quais, les bassins, et en fonction du coup on aura différents navires en l'occurrence là qui vont être détectés par Taya. On a du navire de guerre, on a du navire civil, de marchands, et à chaque fois qu'un nouveau navire va être détecté, il apparaîtra dans ce tableau en fait des alertes. Et tous les points rouges, c'est de l'activité inhabituelle. Là, en l'occurrence, il y en avait un de plus que d'habitude, 0 pour les navires de guerre, mais par exemple ici, à cette date, en 2018, on a pu en avoir 3. T'as pas envie de voir chez des sous-marins là? L'objectif ultime, au-delà de faire ce suivi et cette surveillance, c'est d'arriver à l'étape suivante, qui est d'arriver à imaginer des scénarios pour faire du prédictif. Et c'est bien l'objectif du renseignement, c'est pas tant de décrire ce qui s'est passé hier, mais assurément d'essayer d'imaginer et de proposer des options ou des perspectives de ce qui risque de se passer demain. Un véritable bond en avant pour le renseignement militaire. À Paris, le Centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, compte depuis 2019 un bureau dédié au spatial. Sa fonction, intégrer la dimension spatiale à tous les niveaux, dès le stade de la planification des opérations. Le CPCO fait des stratégies opérationnelles sur les différentes zones géographiques. Donc là, le but, c'est vraiment d'apporter l'espace dans tous ces sujets-là, ce qui n'était pas le cas avant, de faire également une stratégie spécifique pour l'espace, pour encore une fois essayer d'être dans ce processus d'anticipation et de réflexion et d'appropriation du sujet espace. Il y a également de nouvelles missions qui vont arriver. Je citerai l'exemple de l'alerte avancée spatiale. Un système qui permet de détecter et identifier des tirs de missiles. La France a initié les travaux dans ce domaine il y a une vingtaine d'années. Un démonstrateur d'alerte avancée a notamment été mis en orbite en 2009 et exploité pendant 2 ans. La composante spatiale de cette nouvelle capacité est au cœur du programme ARES pour Action et Résilience spatiale.
Qu'ils soient d'observation, d'écoute, de communication ou de navigation, les satellites sont aujourd'hui incontournables. Mais ils sont aussi vulnérables face aux menaces. Il y a des nations qui poussent la compétition, je dirais, un peu plus loin. Et ce qu'on observe, c'est que l'espace devient un domaine de confrontation possible entre des puissances militaires. Il y a des menaces de nature cyber, il y a des menaces donc beaucoup plus physiques, mais qui restent non destructives ou avec des effets, en tout cas, qui sont non permanents. Vous pouvez avoir de l'éblouissement, du brouillage, vous avez des menaces non intrusives, de l'espionnage, et puis à la fin, dernière extrémité du spectre, vous avez des menaces destructrices ou destructives, avec des effets qui peuvent être permanents. Les moyens les plus spectaculaires qu'on a pu observer, ce sont les missiles anti-satellites qui ont été tirés, en tout cas les essais qui ont été faits par 3 nations depuis 2007, et qui ont montré qu'on savait depuis le sol tirer un missile pour détruire un satellite en orbite basse. Après les États-Unis, la Russie et la Chine, l'Inde est devenue récemment le 4e pays à faire la démonstration d'une telle technologie. Du sol, on ne voit pas tout. Alors comment faire face à ces menaces venues directement de l'espace ? En 2018, la ministre des Armées Florence Parly dévoilait une tentative d'espionnage d'un satellite franco-italien, Athena Fidus, par un satellite russe. Maîtriser l'espace, une ambition majeure de la nouvelle stratégie spatiale de défense, élaborée en 2019 et incarnée par le programme ARES. Objectif : accroître notre connaissance de la situation spatiale, protéger nos futurs satellites depuis la Terre ou l'espace, et mener des opérations spatiales militaires dans le but de décourager les actes inamicaux dans le respect du droit international. La division Préparation de l'avenir du commandement de l'espace recueille et étudie les besoins futurs en la matière. La division traite des aspects techniques des capacités spatiales qui sont en orbite ou qui vont l'être prochainement, aux côtés de l'état-major des armées et puis de la DGA. Elle traite aussi, comme son nom l'indique, de sujets plus prospectifs, des besoins des armées, de spécification de ces futures capacités spatiales. Nous travaillons par exemple notamment sur les futures constellations d'imagerie et d'écoute spatiale, avec encore une fois toutes les forces. Le nom de ces futurs programmes, CERES, pour capacité d'écoute et de renseignement électromagnétique, ou encore Syracuse 4, satellite de télécommunication, qui seront lancés d'ici 2022. Et enfin, la division Préparation de l'avenir s'occupe de la définition des besoins en matière de surveillance de l'espace, de protection des satellites et évidemment esquisse les contours du futur centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales. Ce futur centre des opérations spatiales sera localisé à Toulouse d'ici 2025, où sera regroupé l'ensemble de l'écosystème du commandement de l'espace, les unités, un laboratoire d'innovation spatiale, mais aussi un nouveau centre d'excellence de l'OTAN. L'idée, atteindre la même maturité dans le domaine spatial que dans les autres milieux, terrestres, aériens et maritimes. Appréhender une menace dans l'espace, c'est appréhender tout type de comportement, et cela selon une temporalité d'évolution qui est propre au domaine spatial. Le domaine spatial représente des durées d'opération qui sont nettement supérieures à tous les autres domaines opérationnels. Et c'est donc la maîtrise de cette nouvelle boucle temporelle, plus complexe, plus difficile à anticiper, qu'il faut maîtriser pour, à terme, maîtriser les capacités spatiales qui concourront à la défense active de nos capacités nationales. De nouvelles menaces et donc de nouvelles protections à concevoir. À la Direction générale de l'armement, différents moyens de défense spatiale sont à l'étude. Ça peut être soit des actions de défense intrinsèques, c'est-à-dire des technologies qu'on va embarquer à bord de nos satellites pour les protéger contre les attaques. On peut penser à des dispositifs simples de surveillance périmétrique des abords, que chaque satellite sache à peu près ce qui gravite autour de lui. Ça peut être des dispositifs qui permettent de se rendre robuste. Et on peut également parler de dispositifs de défense extrinsèques, c'est-à-dire pas directement implémentés sur nos satellites, mais assurés par des moyens déportés. Donc là, je pense notamment à ce concept de satellite guetteur, c'est-à-dire des petits satellites qui seraient amenés à graviter autour d'objets stratégiques à protéger, pour être capable d'intervenir, de s'interposer en cas de menace. Parmi eux,
Yoda, un satellite patrouilleur ou guetteur avec une mission, veiller sur les capteurs en orbite géostationnaire. Ce que l'on veut éprouver au travers de cet objet, c'est qu'on sait que demain, pour mener des opérations défensives dans l'espace, il faudra certainement maîtriser les technologies à se mouvoir de façon très précise. Et c'est l'un des objectifs premiers de ce démonstrateur, c'est bien de valider les technologies qui vont nous permettre de manœuvrer en sécurité. Le projet Yoda préfigure une nouvelle gamme d'engins spatiaux que le ministère des Armées s'apprête à mettre dans l'espace. C'est la bonne façon de l'aborder. Déconcentrés de technologies qui ne seront non plus seulement chargés d'appuyer les opérations sur Terre, mais d'agir depuis le ciel et vers le milieu spatial. La France poursuit son odyssée de l'espace.